Bonjour professeur Molina. Je suis Alain Mackinson. On a vu la CROI des résultats très intéressants et puis toute une session sur la PEP dans les IST et puis quelques éléments de vaccination contre le gonocoque. Et vous avez été un élément central manifestement au cours de cette session et tout particulièrement avec l'étude d'Oxivac financée et promue par l'ANRS que vous coordonnez. Et donc, ma première question à un expert comme vous, c'est quels sont les résultats de l'étude d'Oxivac qui vous semblent les plus importants? Merci pour cette invitation et heureux d'être avec vous là aujourd'hui. C'est vrai que ce sont des résultats qui sont les résultats d'une recherche qui ne sont pas encore publiés, donc il faut toujours être prudent et attendre les résultats définitifs dans une publication. Malgré tout, cette étude d'Oxivac, elle avait pour but de répondre à un constat qui est celui d'une incidence très élevée des infections sexuellement transmissibles bactériennes chez les utilisateurs de PrEP, qui sont principalement des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes en France pour l'instant. Et donc, on avait voulu, avec cette étude d'Oxivac, à la fois confirmer des résultats qu'on avait déjà obtenus avec la même population dans l'étude Hypergay, et puis aller un petit peu plus loin en évaluant également un vaccin. En effet, la première stratégie qui a été évaluée dans Oxivac, c'est une stratégie de prophylaxie post-exposition par la doxycycline, qui est un antibiotique, et qui avait déjà démontré son intérêt dans l'étude Hypergay. Et ça, c'était des données qui remontent à 2016 maintenant, qui ont été publiées en 2018, et qui suscitent toujours beaucoup d'intérêt, puisqu'on avait montré qu'avec cette stratégie, on pouvait réduire de près de 70% l'incidence des infections à gonocoque et à chlamydia dans le cas de l'étude Hypergay. Alors, c'était des données qui ont effectivement justifié la réalisation d'autres études pour confirmer ces résultats. Et donc, au Congrès de Montréal l'an dernier, les collègues américains ont présenté les résultats de leur étude qui a été menée en Californie et qui a trouvé également une excellente efficacité de cette prophylaxie sur les infections à chlamydia, sur la syphilis, mais aussi sur le gonocoque, chose qu'on n'avait pas retrouvée de façon évidente dans Hypergay. Et donc, c'est ce qu'on a voulu démontrer et confirmer dans l'étude d'Oxivac, où on a utilisé le même schéma, c'est-à-dire 200 mg de doxycycline après un rapport sexuel sans préservatif, donc dans les 24 heures qui suivent, et au plus tard dans les 72 heures, en réduisant ou en limitant la prescription ou l'utilisation à 3 prescriptions de doxy par semaine, pas plus, pour essayer de limiter aussi la pression de sélection antibiotique, parce que, évidemment, utiliser les antibiotiques en prophylaxie, c'est un risque de sélection de résistance, à la fois vis-à-vis des germes qu'on cherche à prévenir, et puis aussi sur le microbiote en général. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de présentations sur ce sujet à la CROI cette année, y compris par l'équipe américaine que je citais. Donc, ce qu'on a observé dans Oxivac, c'est effectivement, on a confirmé cette très bonne efficacité de la doxycycline en post-exposition pour réduire l'incidence des infections à chlamydia et à gonocoque. Et là encore, on est de l'ordre de 80% de réduction d'incidence, donc c'est une très forte réduction. Et donc, ça confirme la très bonne efficacité de cette stratégie en prévention de ces deux IST, chlamydia et syphilis. On a retrouvé d'ailleurs, comme les collègues américains, une réduction modérée de l'incidence des infections à gonocoque, de 50% seulement, avec, il faut dire, une très bonne tolérance du traitement et une très bonne acceptabilité. Donc ça, ce sont les points positifs. Alors maintenant, les points qui sont, j'allais dire, qui posent problème avec cette prophylaxie, c'est évidemment quel va être son impact si elle est utilisée de façon très large et en termes de résistance. Alors la résistance du gonocoque, elle existe déjà, puisque dans l'étude, toutes les souches étaient résistantes, avec certaines à un haut niveau. Et là, il est trop tôt pour dire si, avec la prophylaxie, on a sélectionné des souches à haut niveau de résistance, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut attendre. Et je crois d'ailleurs que sur le gonocoque, ce n'est probablement pas la bonne stratégie d'utiliser une prophylaxie antibiotique parce qu'on va avoir des résistances très vite. Donc, je pense que le bénéfice, il est de courte durée. Sur chlamydia et syphilis, le problème étant que la doxycycline représente le traitement de première ou de deuxième intention et qu'il ne faudrait pas épuiser nos options thérapeutiques parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres si jamais on avait des souches de chlamydia ou de syphilis qui devenaient résistantes. C'est pour ça qu'il faut surveiller, si on utilise cette prophylaxie, l'émergence éventuellement de clones résistants et essayer
d'être quand même très attentif à ne pas l'utiliser, j'allais dire, trop largement. Alors, c'est vrai que dans le cadre de cette pression de sélection, on a regardé également dans l'étude d'Oxivac quel pouvait être l'impact sur le microbiote. Et comme l'étude américaine, pour l'instant, l'impact sur le microbiote, on peut dire qu'il est modeste. Il y a peut-être un petit impact délétère, mais il n'est pas majeur chez les patients qui prennent de toute façon beaucoup d'antibiotiques. Et d'ailleurs, si on prévient une partie de ces infections, on va aussi réduire indirectement la consommation d'antibiotiques. C'est ce qui a été observé dans les études américaines et dans la nôtre. C'est-à-dire que si vous réduisez de 80% le risque de syphilis et d'infection, par 50% le risque de gonocoque, vous réduisez d'autant les prescriptions de céphalosporine pour le gonocoque ou d'extensiline pour la syphilis. Et si vous prévenez des infections à chlamydia, vous allez aussi réduire la prescription d'oxycycline pour le traitement. Alors, ça va être compensé, si je puis dire, par la prescription en prophylaxie. C'est pour ça que la deuxième partie de nos résultats, c'était de regarder si un vaccin contre le gonocoque pouvait être intéressant. Et donc, on n'a pas de vaccin contre le gonocoque aujourd'hui, mais on a un vaccin contre le méningocoque. Et il se trouve que ce vaccin possède des antigènes qui sont communs avec le gonocoque. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que ce que laissaient d'ailleurs présager les résultats d'études épidémiologiques rétrospectives, qui laissaient espérer que les gens vaccinés pouvaient avoir une réduction de l'incidence d'infection à gonocoque, eh bien, c'est ce qu'on a montré dans l'étude de façon prospective. Les personnes qui avaient donc reçu le vaccin avaient globalement une réduction de 50% du risque d'incidence du gonocoque. Et c'était un effet indépendant de celui de la doxycycline. Donc, les gens qui ont reçu les deux interventions ont eu une efficacité effectivement d'autant plus importante. Donc, voilà, ces résultats sont intéressants. Encore une fois, ils ne sont pas publiés. Ils laissent espérer qu'on arrivera à obtenir un vaccin, parce qu'il y a des études qui se poursuivent sur le vaccin contre le gonocoque. Maintenant qu'on voit que c'est faisable, il va y avoir probablement des vaccins plus performants. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie pour un vaccin sur le gonocoque qui sera, à mon avis, la seule façon de gérer cette forte incidence des infections à gonocoque. Et pour ce qui est de chlamydia et syphilis, je dirais qu'on a la doxycycline. Chez qui faut-il l'utiliser? Ça, c'est une question importante qui fait l'objet de discussions. Alors, il y a eu des études qui ont été présentées à la CROI sur ce sujet et qui laissaient penser que, voilà, si on ciblait cette prophylaxie, d'abord, chez les personnes qui ont fait l'objet de ces études, c'est-à-dire des gens qui ont fait des IST dans l'année précédente, peut-être une, peut-être deux, eh bien, on peut arriver à cibler cette prophylaxie sur un petit nombre de gens pour essayer de prévenir un maximum d'IST dans cette population et éviter également un impact délétère d'utilisation trop large d'antibiotiques en prophylaxie. Alors, on attend maintenant les recommandations françaises qui vont être actualisées avec ces données présentées à la CROI, dont les données d'études d'Oxivac, pour voir un petit peu comment on va pouvoir effectivement l'utiliser et le prescrire, et puis peut-être le monitorer, parce qu'il va falloir quand même surveiller ce qui est fait. Alors, j'ai quelques questions, du coup, qui me viennent à l'esprit. On va sortir un peu du cadre qu'on avait prévu, mais pour le chlamydia et la syphilis, donc là, on parle aussi aux médecins, aux associations, hein, c'est le but de cette petite capsule. Est-ce qu'il y a des résistances décrites à la doxycycline? Et si oui, est-ce qu'elles émergent facilement? Alors, à la différence du gonocoque, qui est une bactérie avec laquelle les résistances se développent très vite quand on utilise des antibiotiques, et c'est pour ça que le gonocoque d'ailleurs fait partie de la liste des bactéries à surveiller selon l'OMS comme étant des menaces possibles de par une multirésistance aux antibiotiques. Pour chlamydia et syphilis, pour l'instant, chez l'homme, on n'a pas décrit de résistance, bien qu'on utilise les cyclines depuis longtemps. Mais bon, ce n'est pas non plus si facile de les identifier, ces résistances, parce que ce sont des bactéries pour le tréponème qui ne se cultivent pas, pour les chlamydia qui se cultivent mal. Donc, il faut identifier les résistances par séquençage. On est loin de le faire en routine. Et on sait que ces bactéries vont avoir du mal de toute façon à développer des résistances, mais que ce n'est pas totalement impossible, puisqu'avec la syphilis, la bactérie a réussi à développer des mutations qui la rendent maintenant résistante aux macrolides, qui sont quand même des classes antibiotiques voisines, alors qu'il y a quelques années, c'était tout à fait sensible aux macrolides. Et aujourd'hui, c'est 90% des souches dans certains pays qui sont résistantes. Donc, évidemment, on est vigilant. Donc, je crois que voilà, ces résultats sont intéressants. Je pense que si on veut éviter un effet trop délétère de cette prophylaxie, il faut quand même la réserver à des situations particulières et être vigilant sur, effectivement, dans ces populations, si on l'utilise, à ce moment-là, il faut bien suivre derrière ce qui se passe. Et s'il y a des
infections qui surviennent malgré la prophylaxie, il faudra bien essayer de tester une éventuelle résistance. Donc voilà. Toxivax, c'est la preuve, je dirais, de haut niveau d'une efficacité d'un vaccin, d'une efficacité d'un vaccin contre le méningocoque B, contre le gonocoque, avec une efficacité autour de 50%, hein, vous l'avez dit. Mais j'ai l'impression que le message que vous nous dites, c'est que finalement, c'est la preuve qu'il faut absolument développer la recherche pour trouver un vaccin contre le gonocoque, pas forcément utiliser le vaccin anti-méningo B. Est-ce qu'il y a des études en cours? Est-ce que l'industrie s'intéresse du coup à développer ce type de vaccin? Est-ce que vous avez des scoops à nous dire là-dessus? Alors, des scoops, je ne peux pas vous donner de scoops qui ne soient pas dans le domaine public, mais en tout cas, si on regarde sur clinicaltrial.gov, qui est la base de données des essais cliniques, il y a des essais qui démarrent et qui vont démarrer avec de nouvelles stratégies vaccinales pour le gonocoque. Probablement, à partir de ce qui a été observé là, et il y a 2 autres gros essais internationaux qui sont en cours en utilisant le vaccin Bexsero, donc contre le méningocoque B, et qui devrait, je l'espère, confirmer ce qu'on a observé. Je dirais, on peut aller au-delà maintenant et essayer d'avoir des vaccins peut-être encore plus efficaces, parce qu'une efficacité de 50%, ce n'est pas non plus voilà, majeur. Enfin, je ne pense pas qu'il faille se ruer sur la vaccination. D'abord, c'est un vaccin qui n'est pas recommandé, qui est coûteux, qui est bien toléré. Au moins, ça, parce qu'il est recommandé aux nouveau-nés, là, aujourd'hui. Je dirais qu'on ne connaît pas très bien quelle est la durée de la protection et tous les combien il va falloir faire le vaccin. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas résolues. Et donc, je crois que voilà, on est en train d'éplucher un petit peu les données dans le détail pour essayer de comprendre exactement quels sont également les mécanismes de protection. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont protégées, d'autres pas, en ayant reçu le même vaccin? Donc, dans une population qui est très exposée, donc ce n'est pas probablement le seul fait de ne pas être exposé qui fait que certaines personnes sont protégées. Donc, on a peut-être induit chez certaines personnes des corrélats de protection qu'on va essayer de mesurer au laboratoire, d'anticorps. Voilà. Donc, tout ça fait l'objet de recherche. Donc, je pense que c'est bien sûr, je comprends qu'on ait envie de passer très vite des résultats d'une recherche non encore publiée à l'application immédiate. Mais il faut peut-être quand même là être raisonnable et se dire, bon, confirmons ces données, voyons les données publiées. Voilà, le gonocoque n'est pas une infection si grave. Il y a d'autres moyens de protection. Donc, voilà, soyons raisonnables. Sur la session donc, de PEP IST, il y avait une étude chez les femmes qui n'a pas montré de résultats positifs de la doxycycline en PEP. Est-ce que vous avez quelques commentaires ou quelques explications peut-être, des hypothèses derrière ces résultats négatifs à nous donner? Oui, alors je dirais qu'il faut nuancer ces résultats négatifs. D'abord, sur le gonocoque, il n'y avait pas d'efficacité. Nous, on a trouvé une efficacité modérée, mais les souches qui ont été testées au Kenya où l'étude a été réalisée montrent un haut niveau de résistance chez toutes les souches. Donc là, il est sûr que si on a un haut niveau de résistance à la doxycycline, on voit mal comment une prophylaxie pourrait être efficace. Ensuite, il n'y avait pas de cas de syphilis, donc on ne peut pas préjuger l'efficacité sur la syphilis. Il y a eu des infections à chlamydia avec une réduction de l'incidence dans le bras qui recevait la doxy, mais qui n'était pas significative. Elle était de l'ordre de 30%, mais pas significative. Alors, ça peut être un problème de puissance, ça peut être aussi un problème d'observance, puisque il y a également eu des données qui montraient que la doxycycline sur des volontaires sains diffusait parfaitement bien chez les femmes dans les sécrétions vaginales, dans le tissu du col utérin. Donc, ce n'est pas un problème de diffusion de l'antibiotique. C'est quand même comme ça que ça marche. Hein. Donc, je ne vois qu'un problème de puissance et ou d'observance, puisque là, on est chez des jeunes femmes dont on sait que l'observance à la PrEP est déjà très faible. Alors, l'observance à la doxycycline à la demande, j'imagine qu'elle devait être faible. Donc, comme on n'a pas de mesure objective de l'observance dans cette étude, c'est très difficile de savoir ce que les femmes ont fait. Mais on va dire qu'on est dans une population où on le sait, l'observance est de toute façon pas très bonne. Donc, je pense que ces données-là ne sont pas à prendre de façon définitive, là encore, pour dire que chez les femmes, la doxycycline ne marche pas.
ce qu'on peut dire, c'est que ça ne marche pas quand on a probablement un contexte de gonocoque qui est hautement résistant à la toxycycline. Ça, on ne peut pas espérer que ça puisse fonctionner. Et puis, d'autre part, si on n'a pas une observance qui est suffisante, on ne peut pas espérer qu'une action préventive puisse être efficace. J'ai l'impression qu'on a besoin aussi d'autres études pour un peu mieux cerner l'efficacité de la doxycycline chez les femmes. Probablement, sûrement même. Je dirais que, voilà, ce qui est important, c'est effectivement qu'on s'intéresse aux IST. Alors, c'est facile de les étudier dans une population de personnes qui prennent une PrEP parce qu'on les suit régulièrement, qu'elles sont dépistées facilement, et que ce sont des personnes qui acceptent de se prêter à la recherche. Et ça, il faut les en remercier parce que cette recherche va bénéficier aux utilisateurs de PrEP, mais plus largement à toute la population qui a des rapports sexuels et qui est exposée aux IST, parce que c'est un problème mondial que d'avoir ces épidémies d'IST. Personne n'a envie d'avoir d'IST. Et donc, je crois qu'il faut continuer la recherche et que là, on a des options, des stratégies qu'on peut essayer d'affiner pour les rendre plus efficaces, mieux tolérer, et puis avoir moins d'impact délétère, parce que, voilà, tout n'est pas aussi magnifique qu'on peut le penser. Il y a des résultats d'efficacité. Avec les antibiotiques, il faut être vigilant et se méfier également des effets délétères de l'utilisation d'antibiotiques de façon inappropriée. Donc, voilà, il y a à partir de ces données une réflexion et des recommandations pour essayer d'avoir le moins d'effets délétères, le plus d'effets bénéfiques et d'essayer de réduire, parce que c'est probablement faisable, finalement, de contrôler ces IST. Donc, continuons à mener des études dans ce domaine. Alors, j'ai beaucoup aimé quelque chose que vous avez dit pendant la session. Hein, j'étais en virtuel, vous ne m'avez pas vu, mais et vous avez dit que c'est important qu'il y ait des gens qui ne participent pas à la recherche, des professionnels de santé qui fassent les recommandations et que les investigateurs comme vous ne se prononcent pas sur les recommandations, justement. J'avais trouvé ça très intéressant. Voilà, je me permets de vous le dire, de séparer un petit peu les deux. Et donc, je crois que c'est un des messages que vous essayez de faire passer. Il faut attendre aussi les recommandations françaises pour mieux positionner et avoir des visions différentes sur l'application de la doxypep, finalement. Oui, parce qu'évidemment, les gens qui font la recherche, ils sont forcément biaisés dans leur appréciation des résultats. Hein, on a toujours tendance à un petit peu enjoliver ou surestimer la valeur des résultats qu'on produit. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent et qu'il est souhaitable que les recommandations soient faites par des gens qui ne sont pas impliqués dans les recherches pour que ce soit le plus objectif possible. Bon, après, il y a effectivement des consensus aussi et des discussions qui se placent au niveau international pour essayer d'évaluer toutes ces stratégies, parce que ce qui est vrai à Paris doit l'être partout ailleurs. Professeur Molina, merci beaucoup. Merci de votre invitation.